après-midi, chers frères de la Côte d'Ivoire. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous. Et merci pour vos condoléances pour le président George Bush, qui était mon patron quand j'ai été sous-secrétaire d'État pour les affaires africaines. Et je peux vous dire qu'en ce qui concerne l'Afrique, les affaires africaines, le président Bush prenait l'Afrique toujours au sérieux. Il ne se moquait jamais de l'Afrique et il avait beaucoup d'amis africains. Dans l'histoire des États-Unis, c'était le seul président qui a fait une carrière diplomatique. Il était ambassadeur en Chine, il était ambassadeur aux Nations Unies, il était directeur de la CIA. Et quand il était à l'ONU, il a fait beaucoup d'amis africains et quand j'étais le sous-secrétaire, il recevait souvent des anciens amis, même s'ils n'étaient plus dans des positions importantes. Il gardait ses amitiés africaines. Et quand il a voulu faire la guerre contre l'Irak, a fait une invasion de Koweït, il a dit, il a voulu une décision du Conseil de sécurité pour soutenir cette décision de faire la guerre contre l'Irak. Et il m'a demandé d'avoir les 3 votes africains dans le Conseil de sécurité. Il m'a demandé personnellement d'assurer ces 3 votes. Et le jour du vote au Conseil de sécurité, il y avait le Zaïre, aujourd'hui Congo, Éthiopie et Côte d'Ivoire. Et quand j'ai parlé au ministre de ces 3 pays, le Zaïre a dit, sans problème, nous allons voter avec vous. Éthiopie a dit, sans problème, nous allons voter avec vous. Et le ministre ivoirien s'appelait à l'époque M. Essi. Amara Essi. Il a dit, oh, je ne suis pas sûr parce que mon président, le président Houphouët-Boigny, est un homme de paix. Il n'aime pas faire la guerre. Donc je ne peux pas vous donner une réponse tout de suite. Donc il est rentré à Abidjan et dans une semaine après, il a dit oui, nous sommes avec vous. Donc quand il y avait le vote à l'ONU, les 3 Africains ont voté avec le président Bush. J'en étais très fier à l'époque. Aujourd'hui, nous avons le président Trump et il est venu au pouvoir avec l'idée de renverser toutes les politiques de ses prédécesseurs, surtout le président Obama. Et j'avais peur sur ce qu'il devait décider pour l'Afrique. Mais jusqu'à maintenant, il n'a rien changé pour l'Afrique. Et j'en suis très content parce que les prédécesseurs, soit républicains, soit démocrates, ont initié des très bons projets pour l'Afrique. Par exemple, le président Clinton, qui a succédé à président Bush, il a commencé le AGOA, c'est-à-dire le libre-échange, c'est-à-dire toutes les marchandises, tout ce que l'Afrique peut vendre aux États-Unis, sans payer la douane, qui est un grand avantage. Le président Trump n'a rien fait contre ça, pour le moment. Président après Clinton, il y avait le président Bush, fils, qui a fait de bonnes choses. Il a commencé un programme contre le sida. Il s'appelle PEPFAR. Et il a mis beaucoup d'argent pour la prévention et pour la guérison du sida en Afrique. Et maintenant, grâce à ce programme, il y a beaucoup moins de sida qu'avant. Et aussi, il a commencé un programme qui s'appelle Millennium Challenge.
C'est-à-dire pour les pays qui ont des bonnes politiques économiques, ils mettent un gros paquet d'argent pour certaines choses comme l'infrastructure. Et je crois que la Côte d'Ivoire a déjà bénéficié de ce programme. Après le président Bush, il y avait Obama. Obama a initié deux projets très importants. Le premier s'appelait Power Africa, c'est-à-dire augmenter l'électricité en Afrique, mais pas avec les dons, mais avec les investissements du secteur privé. N'est-ce pas? Et moi, je travaille comme consultant pour une société américaine qui s'appelle Contour Global, qui est à New York. Et cette société investit dans les centrales électriques. Et ils vendent l'électricité pendant 20 ans. Et après, ils donnent les centrales électriques au pays. Donc, moi, j'ai négocié j'ai négocié 6 centrales électriques en Afrique. Au Togo, il y a une centrale pour 100 MW, Dakar, 100 MW, et Rwanda, 100 MW, et il y a 2 au Nigeria, dans la ville de Lagos et dans la ville de Benin. Donc, et ça, c'est un programme qui continue, qui encourage les investissements du secteur privé, parce qu'on ne peut rien faire sans électricité, n'est-ce pas, dans le monde moderne. Et dans la plupart des pays africains, il y a un déficit. Je crois que même en Côte d'Ivoire, qui est plus avancé, il y a toujours un déficit pour l'électricité. Et un deuxième projet du président Obama s'appelle Feed the Future. Nourrissez l'avenir. Et ça, c'est pour moderniser l'agriculture. Dans beaucoup de pays africains, la cultivation est très bonne, mais il y a des problèmes après, par exemple, stockage. Si vous ne pouvez pas stocker vos produits agricoles, il y aura des rats, des souris, tout ça qui vont manger beaucoup. S'il n'y a pas de route vers les marchés, ce n'est pas la peine de produire si on ne peut pas amener vers les marchés, n'est-ce pas? Et aussi, on peut toujours avoir des meilleures semences. Donc ce programme du président Obama avance. Et à mon avis, trop d'argent que l'Afrique gagne avec ce que l'Afrique vend, surtout des minerais, le cacao, etc., est utilisé pour acheter la nourriture. Si l'Afrique peut produire sa propre nourriture, l'argent va rester pour produire d'autres choses, pour la population, pour l'infrastructure, pour l'éducation, pour la santé, etc. Donc, le président Trump est arrivé et dit tout ce que le président Obama a fait est mauvais. Je vais changer tout ça. Mais pour le moment, il n'a rien touché pour l'Afrique. Tous ces programmes continuent à marcher. Et le Congrès continue à financer ces programmes. Et je donne beaucoup de mérite au Congrès américain, parce que le Congrès américain croit beaucoup que ces projets sont très bons. Et le Congrès continue à financer. Et j'espère que le président Trump va réaliser que ce sera une très bonne chose de continuer tout ce que ses prédécesseurs ont fait. Now, pour le président Trump, il regarde le monde extérieur un peu avec, comment dirais-je, suspicion, n'est-ce pas? Il croit que tout le monde autour de nous sont en train de nous voler, surtout dans l'échange commercial. Et il y a certains collaborateurs qui regardent le programme du président Clinton, la AGOA, disent l'Afrique peut vendre toutes ses marchandises et tout ce que l'Afrique produit sans payer la douane. Mais les produits américains qui vont vers l'Afrique payent la douane.
c'est pas juste. Donc les collaborateurs commencent à penser peut-être nous devons demander la réciprocité. Nous allons chercher un pays africain qui va nous donner le même avantage. Ils n'ont pas encore décidé. Ce sera peut-être l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud vend beaucoup aux États-Unis, surtout des automobiles. Mais ça, ils visent ça, surtout la réciprocité dans le commerce extérieur. Mais pour les autres choses, je ne vois pas que le président Trump va changer grand-chose. Il y a aussi des questions de sécurité qui sont importantes dans certains pays en Afrique, surtout dans les pays du Sahel. C'est juste au nord de la Côte d'Ivoire. Heureusement, la Côte d'Ivoire n'a pas encore de problèmes. Mais au Burkina, au Niger, au Mali, il y a des problèmes avec le terrorisme islamique. Et nous avons pas des soldats de combat, mais nous avons envoyé des soldats conseillers pour aider ces pays dans la lutte contre le terrorisme. La France, par contre, a envoyé des soldats de combat. Et nous avons beaucoup d'admiration pour ces soldats français qui sont là. Mais là encore, je vois que le président Trump va continuer le même programme que le président Obama. Aider les Africains avec des conseillers pour mieux lutter contre les terroristes. La seule exception, c'est dans le Djibouti, un pays francophone, où il y a des soldats de combat américains, surtout des aviateurs, qui cherchent des terroristes dans la Somalie, des El-Shabaab dans la Somalie. Donc voilà, en général, l'engagement des États-Unis vers l'Afrique est très fort. La première priorité pour les États-Unis en Afrique, c'est le développement économique. Surtout le développement économique, parce que si l'Afrique est riche et produit beaucoup, c'est bon pour les États-Unis. Les Africains peuvent acheter nos produits, nous pouvons acheter les produits africains. Et à mon avis, ça va continuer encore 2 ans jusqu'à la fin du premier mandat du président. Est-ce qu'il sera réélu? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière la scène, dans les enquêtes, etc. Mais je crois que d'ici 2020, avant la prochaine élection, je crois que l'engagement des États-Unis vers l'Afrique est toujours très important. Et pour la Côte d'Ivoire, je crois que la Côte d'Ivoire est parmi les 5 ou 6 pays africains qui sont considérés stables avec un très bon avenir par nous les Américains. Et ça, c'est une très bonne chose. Nous avons beaucoup d'estime pour le peuple ivoirien. Je ne dis pas ça pour vous plaire, mais c'est vrai. Nous avons toujours considéré que Côte d'Ivoire est un pays avec un très bon avenir, et surtout avec la base établie par le président Houphouët-Boigny. Donc je vous remercie. Merci, Excellence. Donc voilà l'intervention de Son Excellence, qui est très bref, mais circonscrit et direct. Alors, s'il y a des questions, on pourra passer aux questions, mais j'aimerais saluer l'arrivée de M. Leroux, qui est un des responsables du FBI à Philadelphie. Et comme il n'était pas là, je ne sais pas s'il veut faire une déclaration d'interview. Studio. Merci Sosten. Je crois que je voudrais d'abord m'excuser pour le retard. J'ai dû avoir des empêchements parce qu'il y a des amis qui m'ont demandé. Or,
Je crois que nous sommes là juste par rapport au thème. Je suis venu soutenir un ami, Sosten. Je suis du FPI, la DMV, c'est-à-dire Maryland, DC et Virginia. Je représente le secrétaire général, Kofi Jules, qui ne pas être là. Il a pris du retard, mais il m'a dit de le lancer. Mais nous sommes là juste pour soutenir un ami et soutenir une action. Par le temps où la Côte d'Ivoire est en train de se chercher, alors il faut se réunir autour de quelqu'un qui prend des idées pour l'unité, pour ce pays-là. On est tous prophétistes. Et quand on parle de l'unité dans ce pays-là, qu'on soit du FPI ou de n'importe quel parti, c'est l'esprit du fouet qu'il faut cultiver. Et quand on trouve quelqu'un qui prend ces idées-là, je crois qu'il est très intéressant de venir le soutenir et puis bon, voir à la longue comment nous pouvons conjuguer nos efforts pour que l'esprit du fouet que nous avons vécu par le passé revienne et que les Ivoiriens main dans la main se serrent les coudes pour voir l'avenir. Voilà, merci, c'est ce que je voulais juste dire. Je voudrais une fois encore dire merci à Sosten qui nous a fait l'honneur de nous inviter à cette. Merci. Merci, c'est nous qui te remercions d'être venu dans cette condition. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à un militant PDCI, c'est nos aînés. Quand nous sommes arrivés ici dans l'État de New York, ils étaient très actifs, on a appris auprès d'eux. Et ça avait un grand plaisir que je l'ai vu aujourd'hui venir supporter, soutenir Ivoire Diaspora USA. Et j'aimerais parler de Kemel Daniel. Bonsoir frères et sœurs. Je crois que ce genre de rencontre nous permet de revivre un peu, comme le camarade du FPI l'a dit, l'esprit au fouet. Je ne voudrais pas m'attarder là-dessus parce qu'il a déjà dit ce que ça voulait dire. Je voudrais simplement dire merci aux camarades de Ivoire Diaspora, USA, qui nous ont fait l'honneur plaisir de nous inviter ici. Nous sommes venus pour soutenir cette action parce que nous avons besoin de l'unité. Au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en mal. Nous avons perdu ce que nous chérissons très fort, c'est-à-dire la fraternité, la cordialité, sur la paix. Et je crois que en venant soutenir une plateforme de ce genre, je crois que nous faisons notre part de devoir. Et nous sommes ici pour effectivement vous dire merci. Et nous encourageons ce que vous faites. Dans tous les cas, vous pouvez compter sur nous. Et je pense que très bientôt, nous pourrons faire en sorte qu'ensemble, nous conjuguons nos efforts pour que cette paix que nous avons un peu égarée puisse revenir. Et surtout que nous puissions aussi ensemble pouvoir décider, je ne dirais pas une décision, mais une proposition à nos frères et sœurs au pays, parce qu'il n'est pas tellement simplement de vouloir se présenter pour se présenter, mais il faudrait au moins qu'il y ait quelqu'un qui nous avons tous, faisons un consensus sur cette personne qui va amener tous les enfants de ce pays ensemble pour que nous puissions revoir encore des jours meilleurs. Dans un premier temps, je crois que je vais m'arrêter ici et je vous dis grand merci. Merci. Alors, si ce n'est pas clair dans l'idée de tous ceux qui sont là, nos invités, mesdames et messieurs, il faut que vous sachiez que vous êtes au forum pour le choix du ministre Jean-Louis Billon. Nous sommes un groupe qui est composé en majorité de PDCistes, mais nous ne sommes pas limités au PDCI. Puisque nous parlons de Côte d'Ivoire, nous
au PDCI, avons un mode de choix qui diffère des autres partis politiques. Nous avons une convention qui décide qui doit être le candidat. Nous en sommes conscients, mais nous, en tant que militants PDCI, nous souhaiterons, c'est un souhait, et je pense que nous avons tous ce petit choix, ce petit je sais pas, droit de souhaiter. Et de la même manière que nous souhaitons, je suppose que d'autres aussi souhaitent d'autres personnes. Mais le mot final viendra et sortira de cette convention-là. Et ce que cette convention dira, nous, en tant que militants PDCI, nous allons suivre la décision. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Jean de Dieu Bédé, qui va expliquer un peu, avec ce que nous on pense, de pourquoi est-ce qu'on pense que Billon fera un bon choix. Encore une fois, c'est des vœux. Nous n'imposons personne, nous sommes militants comme tout le monde. Nous avons un organe de notre parti qui a le dernier mot. Donc, sans plus tarder, je vous passe M. Jean de Dieu. Merci. Bonjour. Merci, Son Excellence Herman Cohen. Merci à tous les frères ivoiriens ici et toutes les sœurs ivoiriennes présentes. Bon, je me présente comme Sossin l'a dit. Je suis BD Jean de Dieu, militant du PDCI, délégation New York et de la Nouvelle-Angleterre. Je suis à Boston. Ensemble, nous avons décidé, c'est un groupe d'Ivoiriens, nous avons décidé de créer ce qu'on appelle l'Ivoire Diaspora USA. Et c'est tout simplement un mouvement pour, n'est-ce pas, souhaiter la candidature du ministre Jean-Louis Billon. Et la question que tout un chacun doit se poser, c'est de savoir pourquoi Jean-Louis Billon. Bon, nous avons tenu compte d'un certain nombre de critères pour choisir le ministre Billon. Le premier critère que nous avons choisi, d'abord je vais faire l'historique un peu de Ivoire Diaspora. Il y a eu plusieurs rencontres, d'abord dans le mois de juillet à Boston, et ensuite une autre rencontre dans le mois de septembre à Boston. Et c'était ensemble, nous avons convenu que le ministre Billon serait le meilleur candidat. C'est le candidat que nous on aimerait voir au présidentiel de 2020. Et on a tenu compte de certains nombre de critères. Le premier critère qu'on a choisi parmi les acteurs politiques ivoiriens, le premier critère, il ne faut pas être impliqué dans la rébellion. Personne ne peut prouver que le ministre Billon, de loin ou de près, a été impliqué dans la rébellion. Jusqu'à peu de contraire, on sait, nous connaissons le commanditaire, nous connaissons les chefs rebelles. Le ministre Billon n'a rien à voir dans la rébellion. Ça, c'est un premier critère. Le second critère, quelqu'un quand même qui a une connaissance de l'économie ivoirienne. Ok? Et le ministre Billon a été quand même président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Ivoire pendant au moins 10 ans. Il a été président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Ivoire pendant 10 ans, de 2002 à 2012. Et lui-même d'abord, il a une compagnie qui est Sifka, c'est une compagnie familiale. C'est pas pour lui, c'est pas pour le ministre Billon seulement, c'est pour la famille Billon. Et il est le, comment dire ici, le CEO de cette compagnie, Sifka. Et il faut dire que le ministre Billon, en lui seul, il emploie plus de 33 000 Ivoiriens. 33 000 Ivoiriens. C'est-à-dire, après l'État de Côte d'Ivoire, celui qui emploie plus de personnes en Côte d'Ivoire, c'est le ministre Jean-Louis Billon. C'est-à-dire que sans le ministre Billon, il y aura plein d'Ivoiriens qui n'auront pas de boulot. On a cette chance d'avoir le ministre Jean-Louis Billon, qui est le second employeur après l'État de Côte d'Ivoire. Ça, c'est le second point. Le troisième point, quelqu'un qui a une connaissance de la politique ivoirienne. Il faut connaître les acteurs politiques. Mais quand vous allez signer les accords, il faut savoir qui est au FPI, qui est au PIT, qui est UDPCI. Et Billon a été quand même maire de Bakala. Il a été président du conseil régional du Hambo. Il a été ministre du commerce. Bon, donc c'est quelqu'un qui connaît quand même la vie politique ivoirienne. Ça, c'est un troisième critère. Le dernier critère, quelqu'un qui a été œuvrer pour la cohésion sociale. Le ministre Billon a toujours parlé de la paix en Côte d'Ivoire. La preuve, il est allé jusqu'à La Haye pour rencontrer le président Gbagbo, Laurent, et le ministre Charles Goudé. Ça, c'est une preuve. Et encore, quand la première dame Simone Évêque Gbagbo est sortie de la prison, qui est allé lui rendre visite, encore le ministre Jean-Louis Billon. Il était sans doute envoyé du PDCI, mais quand même, c'est lui qu'on a envoyé là-bas.
C'est pour vous dire que voilà, quelqu'un qui réunit tous les critères, plus de 4 critères. Donc déjà, le président Paquet Ivoire Diaspora a décidé on a décidé de créer ce mouvement et de supporter la candidature du ministre Billon. Donc, Ivoire Diaspora, c'est Jean-Luc Billon. Ce n'est pas que le PDCI. Moi, je suis du PDCI, Sossène du PDCI, Jean-Paul Do est du PDCI. Mais au-delà du PDCI, moi, j'ai des frères. Kalanga, Sanogo, Mamadou, il n'est pas du PDCI. Il y a plein de gars qui ne sont pas du PDCI, mais qui sont d'accord pour adhérer à Ivoire Diaspora. Donc, en un mot, Ivoire Diaspora souhaiterait la candidature du ministre Billon en 2020. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, nous allons, je vais avec grand plaisir vous annoncer la venue de M. Georges de Montjotte, qui est un consultant en public relations. Georges, could you stand up for me? Et aussi mon jeune frère qui est du bureau de la délégation, qui est venu, Marc Quadio, il est secrétaire général de la délégation du PDCI d'ici. C'est un jeune frère, pour moi je ne suis pas trop bon avec les noms, retenir les noms, sinon il est très sympathique et il fait un travail vraiment, il révolutionne la délégation, pas par des trucs, mais ses pensées, ses manières. Et ça fait bien de trouver des jeunes frères qui sont impliqués et puis qui sont productifs, c'est-à-dire qui sont indépendants dans le monde. Et ça, c'est très encouragé. Donc, voilà. Je ne sais pas si Marc a quelque chose à dire. Non? Ok. George, do you want to say something? No? Ok. All right. Donc, on a fini. Quand je dis fini, les interventions. Maintenant, les questions à poser à son Excellence Herman concernant son exposé, et puis aussi à Ivoire Diaspora. Si vous avez des questions concernant le pourquoi de notre existence, nous sommes prêts. Je pense que... Est-ce que vous pouvez ouvrir la porte là, s'il vous plaît? Voilà, nous avons un invité qui vient de rentrer. Donc voilà un peu. Est-ce que si vous avez des questions, moi je me promène avec le micro pour vous le passer, pour que vous posiez vos questions. French? Speak French? No, I comprends. Okay. Just want to make sure. You don't want to be rude. His wife speaks French. He's a friend of... So, pas de questions? Vous avez des questions? Pourquoi le choix du bilan? Je peux m'asseoir ici ou bien? Tu peux t'asseoir comme venir si tu as aussi des commentaires à faire. Oui, bien, merci aux frères Sosten, merci à tous nos frères qui sont là. Merci à Excellence, vous avez fait un vrai développement. Ça veut dire que vous connaissez vraiment l'Afrique. Merci à Ivoire Diaspora USC d'avoir invité toutes les composantes ivoiriennes. Merci. Les enjeux politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont devenus très importants. Avec ce qui s'est passé aux élections locales du 13 octobre, les Ivoiriens n'avons plus de temps à perdre. Ça veut dire que les enjeux de 2020 seront très forts parce que le RHDP a démontré qu'il n'est pas prêt à laisser échapper une toute petite parcelle de son pouvoir sur tout l'étendue du territoire de Côte d'Ivoire. Donc, il faudrait que 2020, ça commence aujourd'hui. Je remercie l'ambassadeur Cohen. Il a dit une phrase très importante. Il a dit que Oufoué a donné une base à la Côte d'Ivoire. Vous voyez, depuis 25 ans que le président Oufoué est mort, la Côte d'Ivoire est dans les troubles. Mais la Côte d'Ivoire a su rester debout à cause des bases que nous avons héritées du président Oufoué. Beaucoup de pays seraient partis en lambeaux. Alors, je voudrais
poser la question à son Excellence. Lui, on est ivoirien, lui n'est pas ivoirien, mais il est chargé des dossiers africains et particulièrement ivoiriens. Je sais qu'il connaît des secrets plus que nous. Alors, Excellence, comment vous voyez l'avenir de la Côte d'Ivoire après tout ce qui s'est passé? Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire peut retrouver son rayonnement d'armes dessous vos voyez? Merci. Merci pour votre question, mais c'est très important. J'ai une petite anecdote sur le président Ouattara. Je l'ai connu surtout quand il était Premier ministre. Il était Premier ministre pendant longtemps, n'est-ce pas? Et un jour, il était à Washington pour une réunion de la Banque mondiale. Et j'ai reçu un message qu'il voulait me voir. Donc, il est venu au département d'État et il a dit, M. Cohen, j'ai un message pour vous de son Excellence le Président Houphouët-Boigny. J'ai dit, très important. Il dit, Président Houphouët va se représenter, va être candidat dans l'élection de 1992. Mais il va rester seulement 1 an. Après, il va prendre sa retraite et il a décidé que moi, Ouattara, sera son dauphin. J'ai dit, oh, c'est formidable, vous étiez un très important, très bon Premier ministre. Ce sera très bien que vous devenez président de la Côte d'Ivoire. Donc, mais le président Houphouët n'a pas démissionné. Il a été élu, et il est resté président. Et jusqu'à sa mort, je l'ai vu souvent, pas en Côte d'Ivoire, mais à Paris, où il est allé pour traitement, pour se faire soigner. Et il m'a dit, je laisse Ouattara et les autres gouverner pour voir s'ils sont bien. Ils savent comment gouverner. Donc, après sa mort, le président Ouattara n'est pas devenu président. Alors, pendant les funérailles, j'ai posé la question aux gens. J'ai raconté cette histoire. Ouattara m'a dit qui sera le dauphin. Et la réponse était, le président Houphouët a dit ça à 10 personnes, minimum. Il a promis à 10 personnes. Ça, c'était son style, n'est-ce pas? Donc, c'est juste pour vous raconter que le président Houphouët était très spécial, il avait un certain esprit. Mais je crois que c'était basé pas seulement sur son intelligence, son expérience, mais le peuple ivoirien est différent, je crois. Ils sont des gens qui aiment la paix, qui aiment avancer, qui aiment le travail. Et c'est surtout les paysans. Tous ce sont des paysans qui produisent le cacao et autre chose. Et après tout, Houphouët était un produit de paysannerie, n'est-ce pas, lui-même. Et la seule chose que je me vante, que ce que j'ai fait pour la Côte d'Ivoire, et ça va vous étonner, c'est moi qui a poussé pour la dévaluation du franc CFA. Après la mort de Houphouët, j'ai dit il faut absolument dévaluer. Parce que la valeur du franc CFA était trop haut et le paysan ne recevait pas beaucoup d'argent à cause de ça. Donc, après la mort de Houphouët, ils ont dévalué et j'en étais très content. Mais c'était là, et j'ai demandé à président Bédier, maintenant que le CFA est dévalué, quel est le revenu du paysan qui produit le cacao?
ça a augmenté combien? Il m'a dit le revenu du paysan qui produit le cacao a augmenté 200%. Donc j'en étais très content. Et c'est ça la base, c'est la paysannerie de la Côte d'Ivoire, qui est très solide. Et je crois que vous avez, si je ne me trompe pas, qu'on peut être propriétaire de terre en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Ce n'est pas la propriété de l'État. Et ça, c'est un grand problème en Afrique. Il y a des paysans qui n'ont pas propriété de leur terre. Ils restent toute leur vie dans la terre, ces enfants, mais ils ne sont pas propriétaires. Donc, ils ne peuvent pas aller à la banque pour emprunter, pour faire acheter des tracteurs, etc. Donc, c'est ça, c'est la paysannerie de la Côte d'Ivoire qui est solide. Et ça qui fait la base. Et Houphouët lui-même était un produit de ça. Et moi, je ne connais pas Jean-Louis Billon, mais je crois que tout politicien qui veut réussir en Côte d'Ivoire doit être fixé sur la base agricole de la Côte d'Ivoire. Je voulais annoncer la venue d'un de nos frères de la communauté qui est très actif et qui est partout. Vous savez, ce genre d'organisation que nous faisons, nous, en tant qu'activistes, si je peux me le permettre, c'est qu'il y a des visages qu'on voit à chaque fois que tu fais quelque chose, même s'il doit y avoir deux dans la salle. Cette personne-là, ici, là. Je voulais parler de Corée. Corée, tu peux te lever, s'il te plaît, que Corée est frère patriote. Hein, je peux dire ça. Hein? Et je suis vraiment content que tu sois là. Parce que là, c'est comme s'il y avait 20 personnes qui étaient là. Donc, en tout cas, merci d'être venu. J'ai aussi deux frères qui sont arrivés. Je ne connais pas vos noms. Je peux vous présenter, s'il vous plaît. J'ai reçu l'appel par Guy Kojo pour venir ici. Donc, merci. Moi, mon nom c'est Hussein Témité et j'ai été informé par Arnaud. C'est pour ça que je suis là. Est-ce que vous êtes non. Ok, all right. Merci. Ok, donc on continue toujours avec les questions. Nous avions parlé du choix du ministre Jean-Louis Billon. Pour ceux qui étaient un peu en retard, on a exposé un peu. Donc si vous avez des questions, si vous avez doutes, si vous avez besoin d'éclaircissement, vraiment vous pouvez poser toutes les questions. Ok, merci. Maintenant, je suis rentré sous l'effet des émotions. Maintenant, les émotions sont passées, je peux parler en toute liberté. Il y a un frère tout à l'heure, quand il présentait Jean-Louis Billon, il a donné un des critères qui m'a impressionné. C'est d'être impliqué dans la rébellion. Et ça m'a fait grand plaisir pour parler encore une fois du président Fred Bani qui disait on veut une solidarité dans la paix, une solidarité dans le malheur, mais pas une solidarité dans le mal. Alors quand tu fais référence à cette phrase, on a comme l'impression que beaucoup, à un certain moment, ont été solidaires dans le mal. Heureusement que Jean-Louis Billon n'est pas de cette solidarité-là. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que c'est un produit, Jean-Louis Billon, qu'on va lancer et que vous êtes en train de lancer. Un produit, il peut être de qualité, mais quand il est mal lancé, il va inexorablement vers un échec. Alors aujourd'hui, la tendance est de se retrouver les Ivoiriens main dans la main pour véritablement changer le paysage ivoirien. Alors, je sais qu'à l'intérieur des partis, les batailles les plus féroces se font à l'intérieur des partis, ça c'est sûr. Et quand vous dégagez un consensus autour d'un candidat, vous allez aussi vers un succès. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être sûr
que, bon, le moment est vraiment propice pour le choix de Jean-Luc Billon. Est-ce que tous les éléments ont été appréciés pour faire ces choix-là? C'est à ce niveau-là, je m'interroge un peu. Merci. Merci, je pense que je peux continuer, je peux essayer de répondre avant que les autres membres peut-être n'ajoutent quelque chose. Effectivement, comme je le disais avant que vous n'arriviez, chaque parti a un mode de choix de ses candidats. Alors, chez nous, c'est la convention. La convention est un organe qui discute des problèmes du parti entre deux congrès, et puis ils ont aussi ce cultus-là de choisir le candidat du parti aux élections présidentielles, c'est-à-dire supranationales. Donc nous, en tant que militants, simples militants de base, nous souhaitons, c'est un souhait, c'est pour ça qu'on a mis, si vous avez suivi l'invitation, forum pour le choix du ministre Jean-Luc Billon. On n'impose rien du tout. Je suis sûr que les autres candidats qui aimeraient être choisis ont aussi des mouvements comme le nôtre. Peut-être que, bon, ils n'ont pas le courage de le dire parce que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'hypocrisie, des gens qui attendent un peu, bon, tout ça. Et aussi, nous avons aussi un des cadres du PDCI qui s'est déclaré candidat à la candidature. Donc, pas plus tard qu'une semaine, à Paris, il y a un de nos cadres, Yamien Yao, qui a proposé le président du parti. Ça, c'est le jeu pour moi démocratique, c'est normal. Dans d'autres partis, dans d'autres pays, aux États-Unis où nous sommes, quand on parle de convention, ça veut dire que la convention, c'est la fête pour célébrer celui qu'on a déjà choisi après une élection, des primaires. Chez nous, nos primaires, c'est la convention à l'intérieur. Les différents organes du parti discutent et puis il y a un consensus qui sort. Donc nous qui ne sommes pas des votants impliqués, on peut quand même dire, ah, on préfère que lui là soit. C'est tout ce qu'on est en train de faire. Donc quand on aura dépassé cette étape-là, maintenant, on pourra appeler tout le monde de aider à ce que ce candidat-là, parce que, basé sur tout ce qu'il a dit, soit celui qui puisse défendre et être le président de notre pays tout entier. Mais pas une affaire de PDCI. Mais au stade où nous sommes, c'est une danse de je ne sais pas quoi pour qu'il soit choisi. Voilà un peu. Et ce n'est pas, je veux dire, c'est la chose la plus simple. Et puis pour les gens qui vivent dans des pays comme les États-Unis, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas comprendre que des militants qui payent des cartes ne puissent pas dire « Ah, je souhaite que lui la soit ». Bon, maintenant, je ne suis pas des organes, j'étais l'ancien secrétaire général de cette délégation. Mais on nous a on a fini, on est parti. Mais je suis militant comme tout le monde et je pense que je dis que je souhaiterais qu'il soit. Donc pour répondre à votre question, c'est la première étape. La première étape, bon, si ça marche, fine. Mais nous, comme on est PDCI et qu'on est discipliné, on ne veut pas aller quelque part. Ce que la convention va décider, on sera obligé de se plier. Parce que nous n'avons qu'un seul parti, qui est le PDCI RDA. Ok. Soit ça répondre à la question. Mais comme le frère avait dit tout à l'heure, 2020 c'est maintenant, il faut commencer dès maintenant. Ok. Et en créant Ivoire Diaspora USA, notre intention c'est d'un peu influencer la convention. Pour que la convention comprenne que Ivoire Diaspora va au-delà du parti. C'est-à-dire qu'il y a d'autres partis qui adhèrent à l'idée que le ministre Billon serait le meilleur choix pour 2020. Donc si on a déjà Ivoire Diaspora un mouvement où il y a les militants du FPI, du RDR, du UDPCI à l'intérieur d'Ivoire Diaspora, déjà, comment dirais-je, le parti verra que le cheval gagnant serait le ministre Jean Billon. En fait, c'est ça. Une question. Quand je vais annoncer la venue de Dr Eric Eddy. Dr Eric Eddy, s'il te plaît. Dr Eric Eddy est le président de CACI. Secrétaire exécutif de CACI, qui est une organisation d'ivoiriens qui est très sociale, comment on dit, société civile. Voilà, société civile,
et qui pense qu'en Côte d'Ivoire, il faut absolument une transition. Nos affaires d'élection, tout ça, ils voient ça de loin, ils n'y croient pas trop. Eux, ils pensent qu'il faut une transition pour régler tous les problèmes qui n'ont pas été réglés de manière... je ne vais même pas continuer, je crois que le professeur Eddy veut même la répondre avant que... Oui, après. En même temps, mieux. Bonsoir à tout le monde. Le temps est pluvieux, donc on s'est débrouillé, Dieu merci, nous sommes là. Je voudrais d'abord apporter les salutations du comité d'action pour la Côte d'Ivoire, c'est ce que le CACI veut dire, à l'ensemble des participants et des participantes à ce forum, ce Kwasi Tougra. Et puis, c'est avec beaucoup de plaisir que je revois encore à la table l'ambassadeur Herman Cohen. La première fois que je l'ai vu à une conférence que tu as organisée, c'était à l'Université de Penn, plus précisément à International House. Et donc, c'est avec plaisir que je vous retrouve et merci pour votre intérêt pour les choses de l'Afrique et surtout pour la Côte d'Ivoire. Comme Sosel l'a dit tout à l'heure, le comité d'action de la Côte d'Ivoire pense et croit que depuis 1990, lorsque la Côte d'Ivoire, à l'instar de beaucoup de pays africains, a engagé ou bien enclenché le processus de la démocratisation, donc du pluralisme politique, nous ne sommes pas allés vers l'avant, mais nous avons plutôt reculé. Parce qu'on peut voir que c'est vrai que la Côte d'Ivoire a connu beaucoup de crises politiques de 1960 jusqu'à 1990, mais à partir de 1990, on a eu l'impression que la grande force et puissance économique que la Côte d'Ivoire représente en Afrique de l'Ouest n'a pas été nécessairement la grande puissance sur le plan démocratique. Et on peut le voir avec les soubresauts de 90, avec le coup d'État qu'il y a eu en 99, et ensuite la grande tragédie de la rébellion qui a divisé le pays et dont les séquelles se font sentir jusqu'à aujourd'hui. Alors, à l'instar de ce qui s'est passé en Afrique du Sud, de ce qui s'est passé au Bénin, et même en Côte d'Ivoire, lorsqu'en 1990 déjà le professeur Francis Vaudier parlait de concertation nationale, nous nous sommes dit, est-ce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est véritablement prête à aller à des élections? Parce qu'à chaque fois qu'on a prévu des élections pour sortir de la crise, on s'est retrouvé dans d'autres crises pour nous amener jusqu'aux affaires de la haie aujourd'hui. Alors, notre proposition est toute simple. Pourquoi ne pas créer un cadre d'alternative citoyenne dans lequel nous pouvions réfléchir aux problèmes constitutionnels, aux problèmes institutionnels qui se posent en Côte d'Ivoire aujourd'hui, et puis surtout régler la fracture sociologique qui était la caractéristique première de la Côte d'Ivoire mais qui n'existe plus aujourd'hui. Donc voilà un peu la perspective dans laquelle nous approchons. Nous ne sommes pas contre le principe des élections, mais nous sommes plutôt pour le principe des élections qui se tiennent et à la fin desquelles il n'y a pas de contestation qui entraîne des milliers de morts et qui amène la fracture de la Côte d'Ivoire. Voilà où nous nous retrouvons en fait. Donc je suis ici aujourd'hui pour soutenir le camarade et frère Sosten parce que tout ce que nous organisons, il est présent. Le PDCI est présent et je crois qu'il y a une nouvelle dynamique qui est en train de naître en Côte d'Ivoire et c'est la raison pour laquelle je suis ici. Donc désolé d'être en retard, mais je crois que je prends le train en marche et puis merci vraiment de faire la plage au comité d'action de la Côte d'Ivoire. Merci. Merci, merci. Alors, je pense que les politiciens sont venus, donc on va faire la politique maintenant. Après Eric, je pense que voilà. Alors, s'il y a d'autres questions... Ah oui, tu avais une question, monsieur Nabo Clément. Voilà, merci. J'ai une petite question pour vous. Pas pour moi, mais pour voir. Oui, enfin pour tout le monde. Bon, la question revient, j'ai eu l'honneur d'avoir M. Sosten à mon plateau. Sur mon plateau, je lui avais posé cette même question. Je vais la reposer pour voir un peu quelle stratégie il serait bien de prendre. La proposition faite aujourd'hui, c'est le ministre Jean-Luc Bion qu'on propose à la candidature enfin, au niveau de la convention du PDCI. J'étais à Paris il y a 2 semaines. M. Niamey Yao a proposé le candidat Bédié comme candidat du PDCI. Cette éventualité n'est pas exclue puisqu'il y a un groupe d'Ivoiriens au sein du PDCI également qui demande que le président Bédié soit encore candidat en 2020. C'est une réalité. Quelle option, quelle stratégie, quelle attitude Ivoire, diaspora, USA aura quand il
qu'il s'agira de... quand cette proposition sera une éventualité, une réalité. Parce que le président Bédié est organe également de la Convention. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour nous autres qui sommes de l'extérieur? Comment cela se passe? Comment ça se passe? Et quelle sera l'attitude de Ivoire Diaspora, Ivoire UEC? En tout cas, merci pour la question. C'est une question phare, comme on dit chez nous. Mais nous avions bien réfléchi à la convention. Ce qui nous importe, c'est les tests du parti. C'est ce que les tests disent qu'il va falloir appliquer. Et nous pensons que c'est ce qui va se passer. Le problème, moi personnellement, et je pense avec mes amis, nous sommes foncièrement démocrates. C'est-à-dire si la convention joue son rôle de convention, parce que ce n'est pas, c'est vrai que le président lui-même est l'institution, et leur organe, l'institution aussi. Mais à l'intérieur, il y a le comité des sages, il y a le bureau politique, il y a le secrétariat exécutif, il y a les présidents de section. Bon, il y a tout ce monde-là qui constitue cette convention, et je suis sûr que c'est des débats qui se passent, un peu comme au bureau politique, et ils vont voir l'intérêt du parti. C'est pour cela que nous nous disons, quel que soit le résultat, on y suivra, parce que la composante de la convention sont tous des gens qui tiennent au PDCI, surtout en ce temps qui court, où on essaie de faire disparaître le PDCI, où on nous vole nos logos, où on intimide nos cadres. Je pense que ceux qui sont dedans, c'est-à-dire qu'ils y croient. Donc ils ne peuvent pas aller contre l'intérêt du parti. Ce qu'ils vont sortir avec, en toute sincérité, nous n'aurons pas de problème avec. Voilà un peu, si quelqu'un d'autre des membres peut répondre. Très bon, je remercie pour la question. Cette question, je l'ai entendue plusieurs fois, ça ne me surprend pas d'ailleurs. Et il faut d'abord se dire que le président Bédié est dans ses droits. Ok, s'il est candidat au présidentiel, il est dans ses droits. C'est un citoyen comme tout le monde. Donc, ce plan ne peut pas l'empêcher. Mais puis, il faut souligner que le président Bédié avait dit que, si je me souviens bien, 2010 ou 2015, c'était son dernier combat. Il a déjà dit ça. Donc, Niamey Yao ne fait que proposer le président Bédié. Le président Bédié, jusqu'à peu le comté, n'a jamais dit qu'il était candidat. Comme le secrétaire exécutif en chef, Djekawi, a toujours dit que le président Bédié est un homme qui parle très peu. Donc, il n'a jamais dit à quelqu'un qu'il était candidat. Donc, des gens racontent que le président Bédié serait candidat. Jusqu'à peu le contraire, il n'y a pas de preuve. Mais s'il décide d'être candidat, il est dans ses droits. Ok? Et pour l'instant, nous, Ivoire Diaspora, notre devoir, c'est de faire la promotion du ministre Jean-Luc Bion pour qu'il soit le candidat du parti en 2020. C'est ce qu'on fait pour le moment. Sinon, il y a d'autres qui sont présentés. Il y a le Gouali Dodo Basile, délégué PDC de Vavois, l'honorable Gouali, que j'ai rencontré à Abidjan, lors de mon séjour à Abidjan en avril. Lui aussi est candidat à la candidature, c'est-à-dire qu'à la convention, Gouali Basile Dodo, lui aussi sera candidat. Il a déjà annoncé sa candidature, tout le monde le sait, c'est sur le net. Là. Pour le plan Bédié, jusqu'à peu le contraire, il n'y a pas de preuve. Le ministre Bion, jusqu'à peu le contraire, il nous a dit qu'il faut attendre la convention. Mais nous, Ivoire Diaspora, on prend nos dispositions pour le proposer pour la convention. Donc voilà. Ok, satisfait ou bien un peu de... Bon, vous savez, pour être offrant avec vous, c'est des feedbacks compliqués, mais nous, tout ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est de souhaiter. Nous sommes que des militants, bon, on n'a pas trop de poids, mais au moins on dit, on pense que le monsieur là va faire notre affaire. Pas seulement l'affaire du PDCI, l'affaire de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on ait des gens qui travaillent à la réconciliation des Ivoiriens et qui fassent en sorte que le niveau de vie des Ivoiriens soit élevé, que la misère soit du passé en Côte d'Ivoire, les tueries et tout ça. Donc nous pensons que le ministre Jean-Luc Bion a un profil qui est... On ne dit pas ça pour l'emmerder parce que, bon, vraiment, je sais pas, peut-être qu'on ne doit même pas... On ne peut pas dire qu'il est... C'est quand même difficile. C'est quand même difficile qu'on ne puisse pas le dire. Il a le profil. Il a vraiment le profil. Maintenant, peut-être on nous dira que c'est subjectif, mais nous, on pense
il peut faire l'affaire. Donc voilà un peu en ce qui concerne notre position sur une éventuelle candidature du président Bédié. Le président Bédié peut être candidat. La constitution ivoirienne a levé les limites d'âge. Au PDCI, nous n'en avons pas. Et puis en Afrique, les histoires d'âge là, c'est pas des arguments pour éliminer quelqu'un. En Afrique en tout cas. Donc pour nous, c'est des arguments et je pense que la convention va nous sortir quelqu'un de bien et on souhaite, on pense que le ministre Billon fera l'affaire pour toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Ok. La candidature n'est pas seulement une question de personne, mais plutôt un projet de société. Dans un passé récent, le ministre Billon avait été ministre du Commerce. Nous n'avons pas eu un bilan de son passage au ministère du Commerce. Donc, pour faire la promotion d'un candidat, il faut plutôt mettre en avant le projet de société du candidat et la personne suit ensuite. Donc, c'est ce que je voulais savoir. Quel est le projet de société du candidat que vous voulez présenter à la candidature? Ok. Merci. Question... bon, c'est une question, hein, donc on va répondre, sinon... Bon. Monsieur, on a dit que le PDCI est un parti politique et le PDCI a une étape pour choisir. Le ministre Billon ne peut pas parler de programme de gouvernement quand il n'a même pas encore été choisi dans son propre camp avant d'être candidat. Non, oui, projet de société, on ne fait pas un projet de société quand on n'est pas candidat. Vous voyez? Et puis, ce que nous on a fait quand même, c'est qu'on a dit ce qu'il est, sans être encore candidat. Quand il sera candidat, il va montrer son projet de société. Parce qu'en Afrique, on a cette, excusez-moi le terme, on a cette manie, cet art de faire des champions sans savoir pourquoi ils sont champions. Or, il y a quelqu'un d'autre qui dit que quand on marche, on laisse des traces. Et ça, c'est le président Laurent Gbagbo qui l'a dit. Et moi, je conseille à la jeunesse et à tous ceux qui vont faire la politique, s'intéressent à la politique, de ne pas attendre qu'on dise le nom de quelqu'un pour chercher à savoir qui il est. Il faut suivre le trajet du monsieur. Jean-Luc Billon, tout ce qu'il a fait est visible. Tout ce qu'il a fait est visible. Nous, moi par exemple, je vais vous dire honnêtement, moi ce qui me concerne, il y a 2 ans que je cherchais Jean-Luc Billon parce que je pensais qu'il avait ce qu'il fallait pour être 2 ans. Et le phénomène Jean-Luc Billon, parce que c'est un phénomène en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il est populaire, surtout dans la jeunesse, a commencé il y a 1 an, peut-être même pas. Donc c'est pour vous dire que c'est parce qu'on a vu à la Chambre du commerce, ministre, on ne vous dit pas pourquoi elle a quitté ministre, hein. On va spéculer, mais le plus souvent, les gens quittent pas ministre comme ça. Vous voyez, il a été président, il a été maire, il a été président de région, il a été président de la chambre, une des chambres de l'UMOA, il a été ministre, il a été président de région, grand monde. Grand monde. Donc, c'est pour dire que, en ce qui concerne les programmes de société, c'est quand on devient candidat, quand on annonce qu'on est candidat, qu'on sort son projet de société, et puis nous, maintenant, qui pensons qu'il est le candidat, parce qu'on le pensons, qu'il est bon, maintenant on prend ça, et puis on va vous dire. Mais avant ça, on ne peut pas le faire, parce qu'il n'est même pas encore, on ne sait même pas si c'est un candidat, parce qu'il ne nous a pas dit qu'il veut être candidat. Nous, on pense qu'il doit être retenu pour une convention. Donc, pour ne pas être long, on ne peut pas parler de programme de société quand il n'est pas encore candidat. Mais on peut quand même dire ce qu'il a fait et pourquoi on pense qu'il peut être candidat. Si je bien. Le frère Takisha, juste avant que je continue, oui, tu veux poser une question? Non, moi je ne suis pas satisfait parce que je vais vous donner un exemple. Laurent Gbagbo dans l'opposition. Ok. Connaissant l'histoire de la Côte d'Ivoire, par exemple, Laurent Gbagbo dans l'opposition, même en exil, a fait des propositions pour gouverner la Côte d'Ivoire. Et ces propositions sont dans des bouquins. Et que toute personne ne le connaissant pas peut lire ces propositions, à quelle société il rêve.
pour cette Côte d'Ivoire. Quelle est l'ambition du candidat? Comment il voit la Côte d'Ivoire dans 10, 15, 20 ans? En fait, c'est ça. Il peut mettre un projet de société en place. Ensuite, ne même pas être candidat. Mais sur la base du projet de société, les gens peuvent aller le choisir. Tes idées sont très bonnes. On veut de toi comme candidat parce que ce que tu dis dans tes bouquins peuvent sortir la Côte d'Ivoire de là où elle se trouve. En fait, c'est ça. Bon, je pense que j'ai bien compris, mais l'exemple du FPI... Je ne pense pas que ça cadre. Pourquoi? Parce que le FPI était en clandestinité. Donc le FPI devait se faire connaître à la population, aux Ivoiriens. Donc ils ont écrit un livre de propositions de société. Vous voyez? Mais nous sommes, je dirais, si je peux utiliser ce terme, en République déjà. Vous voyez, le PDCI a eu un projet de société, a géré, il faut voir tout ça. Donc il y a quelque chose. Maintenant, au sein du PDCI, il y a des cadres qui peuvent être candidats. Tu vois, nous on propose. Donc, en lui seul, actuellement, je ne pense pas, sinon je comprends bien ta question, mais je ne pense pas que ce soit judicieux. Même le travail qu'on fait là est compliqué. Vous voyez, parce que le président est candidat, pourquoi on est en train de faire promotion de tout ça. Et puis vous demandez à quelqu'un qui n'est même pas candidat, qui n'a même pas dit qu'il est candidat encore, qui, bon, il se pourrait, s'il a moins ce truc, il devient choisi par son propre parti. On n'est même pas à ce stade. Vous lui demandez de faire un projet de société. Vous voyez un peu, même politiquement, dans son sein, c'est pas truc. Maintenant, en ce qui concerne le FPI, c'était différent, je pense. C'était dans la clandestinité, il voulait se faire comprendre, vous voyez, même il faisait des tractins. Nous, on était habillés, on voyait, c'est la nuit qui partageait leur société, leur projet de société. Vous voyez, donc ce n'est pas trop la même chose. Je ne sais pas, mais c'est ma position concernant ça. Sinon, je comprends bien. Je vais ajouter quelque chose. Enfin, ce que Sorson a dit, c'est tout à fait juste. Ce que je voulais ajouter, peut-être que M. Billon, peut-être qu'il ne voulait pas être président de la République de la Côte d'Ivoire. C'est un homme d'affaires. Et à un moment donné, il a vu la situation où le pays allait. Il a dit, écoutez, il faut que quelqu'un sauve le pays. Donc, comme Sorson a dit, pour une société, c'est une fois qu'il sera choisir la convention, qu'il va mettre en place son programme de société. Selon nous, c'est nos souhaits qu'il puisse représenter, que ce soit le futur président de la Côte d'Ivoire. C'est un souhait qu'on émet. Donc dire qu'il ait un programme de société déjà en place, bon, c'est trop lui demander. Ok, mais c'est pas trop lui demander, mais ce n'est pas opportun. Je crois que c'est trop tôt. Maintenant, j'ai un autre frère aussi qui... vous savez, nous là, nous sommes des activistes, c'est-à-dire, on est partout, il y a les Ivoiriens. Moi, je suis PDCI, mais je suis toujours les extrémistes de gauche, tout ça, les gauchistes. Donc, on se connaît, c'est la fraternité. Aujourd'hui, on parle de plateforme en Côte d'Ivoire pour faire évoluer la démocratie. Moi, j'ai un problème, sérieusement, c'est qu'on parle beaucoup d'élections, on parle de candidature, mais on ne parle pas de comment les élections vont se passer. Est-ce que les conditions sont remplies pour faire élection? Vous allez, en Côte d'Ivoire, nous avons un problème avec la CEI. Elle a été décrite et décriée par la Commission africaine des droits de l'homme qui estime que nous ne sommes pas dans les normes d'institutions qui peuvent organiser une élection. Alors aujourd'hui, j'ai mon frère Badobri, qui est aussi un membre de... Non, il n'est pas... Tu es Kassi, non? Ou bien tu n'es plus Kassi? Parce que toi aussi, on ne sait pas trop où tu es aujourd'hui, tu vas pas le savoir. Et comme il a dit, on est toujours ensemble. Alors, je ne veux pas dire la pensée du frère, mais vous avez invité pour proposer M. Billon. Vous avez certainement des raisons pour lesquelles vous proposez Billon. C'est ce que nous voulons savoir. Maintenant, ma deuxième question, avec un rectificatif. Vous avez dit tout à l'heure que le FPI, avec Laurent Gbagbo, était dans l'opposition quand il a écrit son livre Proposition pour gouverner la société. Non. Il a écrit plusieurs livres dans l'opposition, mais quand il est sorti, il avait, n'est-ce pas, écrit certains livres pour proposer un projet de gouvernement. Okay. Alright? Maintenant, ça fait 3 mois.
Après. Ok. Alors, mon frère Badoré, je pense que tu es venu un peu en retard. Tu es arrivé il y a peut-être 10 minutes, donc tu n'as pas suivi. Mais ta question est de bonne guerre et je vais remettre le micro au frère Jean de Dieu qui va répéter un peu pourquoi nous pensons. Et puis, il faut qu'on soit quand même, je pense qu'on a quand même un niveau de compréhension. C'est difficile pour quelqu'un qu'on dit qu'on souhaite. C'est-à-dire que lui-même, il ne nous a pas envoyé. Nous-mêmes, on a été faire nos trucs. Et puis, on lui dit, il n'a qu'à donner société, truc de société. C'est compliqué, mais je comprends. Mais on va vous dire quand même ce qui nous pousse à dire que c'est lui. C'est-à-dire, comme on dit encore, quand tu marches, tu laisses des pas. C'est les traces là que nous, on veut prendre pour dire qu'on dirait que c'est un bon candidat. Maintenant, quand il va être candidat, maintenant, il est obligé. Parce que ce n'est pas une affaire de PDCI, c'est une affaire de la nation. Donc, pour qu'on aille sortir pour aller convaincre, il faut qu'on dise ce qu'il peut faire, ce qu'il ne fera pas. Donc, je pense que c'est cette démarche-là que nous sommes en train de faire. Ok, je vais répéter pour tous les frères qui sont arrivés en retard. Donc, on avait dit tout à l'heure, on avait eu une rencontre, deux rencontres. Ivoire Diaspora a eu 2 rencontres à Boston. Je suis de Boston, il est de Boston. Pour qu'on a mis sur pied Ivoire Diaspora, on a essayé de voir tous les acteurs politiques ivoiriens pour voir, enfin, au sein du PDCI, pour voir qui ferait l'affaire pour 2020. Et nous avons choisi le ministre Billon sur 4 critères. Le premier critère, quelqu'un qui ne soit pas impliqué dans la rébellion. Ça, c'est le premier critère, ça. Quelqu'un qui est un chef rebelle, on n'en veut pas. Quelqu'un qui est un commanditaire de la rébellion, on n'en veut pas. Donc ça, c'est le premier critère. Quelqu'un qui est impliqué dans la rébellion ivoirienne, qui a endeuillé des milliers d'Ivoiriens. Ça, c'est un. Le second critère, quelqu'un qui a une bonne connaissance de l'économie ivoirienne. Le ministre Jean-Louis Billon, il était président de la Chambre de commerce et d'industrie pendant 10 ans, de 2002 à 2012. Il est le chef de, le patron de la CIFCA, une compagnie qui emploie plus de 33 000 Ivoiriens après l'État de Côte d'Ivoire. Le second employeur après l'État de Côte d'Ivoire. Ça, c'est le second critère. Donc, grâce à lui, il y a plein de nos frères qui ont du boulot. Le troisième critère, quelqu'un qui a une connaissance de la politique ivoirienne, qui connaît tous les acteurs politiques en Côte d'Ivoire. Il était maire de Tabakala, ministre du Commerce, il était président du conseil régional du Hambourg, ce qui lui dit qu'il connaît les acteurs politiques ivoiriens. Et le dernier critère, quelqu'un qui est pour la cohésion sociale, qui encourage la paix pour que la paix revienne dans notre pays. La preuve, il est allé jusqu'à La Haye pour rencontrer le président Gbagbo et le ministre Chabré Goudé. Et encore, quand la première dame Simone Yves Gbagbo est sortie de prison, c'est le ministre Billon encore qui est allé voir la première dame Simone Yves Gbagbo. Donc voilà quelqu'un qui œuvre dans le sens de la paix et de la cohésion sociale. Donc ce sont les 4 critères sur lesquels nous sommes basés pour choisir le ministre Billon pour les présidentielles de 2020. Voilà, en un mot, pour ceux qui sont arrivés en retard, c'était tout simplement ces critères-là sur lesquels nous sommes basés. Ok. Bien que ça a été... Je vais annoncer la venue d'une de mes sœurs. Je pense que je peux l'appeler sœur parce que elle m'a toujours considéré comme un petit frère. Et elle m'a toujours eu en pensée quand il y a des activités. Même si elle n'est pas l'initiatrice, elle dit toujours mais il y a Sostène. C'est Madame Dick, Jeannette Dick, qui est présidente de l'Association internationale des femmes ivoiriennes pour la paix. Tu veux t'élever s'il te plaît? On va continuer les questions, mais j'aimerais qu'elle vienne faire une petite intervention de quelques minutes. Parce que où les femmes sont, ça veut dire que c'est bonne chose. Donc elle va nous... Et il faut vraiment encourager que les femmes s'impliquent à la politique ivoirienne. Le genre, c'est important. C'est vraiment important. J'ai remarqué que dans la diaspora, les femmes ne s'expriment pas trop, on ne les voit pas dans les mouvements. Et puis quand on dit une femme, ce n'est pas fait de femmes seulement qu'elles doivent être dedans. Même les hommes, c'est-à-dire que oui, il y a les hommes aussi, elles viennent expliquer, elles se battent pour la même chose. Il ne faut pas que ce soit une affaire de où il y a les femmes, toutes les femmes s'en vont là-bas, où il y a les hommes, tous les hommes vont là-bas. Ce n'est pas comme ça qu'on gère. Donc il va falloir encourager que les femmes sortent. Voilà. Merci.
honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord m'excuser pour mon retard. Je viens de New York. Cela est dû au manque de transport. Mon chauffeur n'a pas été disponible à temps et c'est pour cela que je suis là maintenant. C'est un réel plaisir d'être là. J'ai préparé juste quelque chose par respect pour les honorables invités que vous êtes, parce que quand on est devant des imminentes personnalités, il n'est pas bon de parler, il faut me dire. Voilà. Donc je lis juste ce que j'ai préparé. Ainsi donc, merci. L'Organisation internationale des femmes ivoiriennes pour la paix, que j'ai donc l'honneur de présider par ma voix, voudrais remercier Ivoire Diaspo USA PDCI de l'amitié, mieux, de la fraternité qu'elle nous fait, en nous invitant à leur forum pour la désignation, pour le choix du ministre Jean-Louis Billon durant la convention du PDCI-RDA. Voilà, sinon ce n'est pas ma nature. Notre présence, mesdames et messieurs, est l'expression de notre vision et de notre objectif, à savoir l'union, la solidarité, la paix entre les fils et les filles de Côte d'Ivoire. Rien ne peut s'obtenir dans l'animosité, dans les divisions, dans la haine. Seul le pardon, la tolérance, la compassion, l'amour peut nous aider à mener à bien chacun la feuille de route en faveur de notre pays. Monsieur Jean-Louis Billon est jeune, il est plein d'expérience, il est habitué au monde de la gestion des hommes, il est habitué au monde de la gestion des finances. Depuis son père, Feu Pierre Billon, un fils du pays, de la région de Tabakala, il est Jimini, un homme d'affaires international, bien connu partout dans le monde des investisseurs et dans le monde de l'immobilier. Pierre Billon était connu dans l'immobilier. Il était aussi connu dans les finances. Feu Pierre Billon était populaire pour sa compassion, pour sa générosité, que j'ai eu le privilège de découvrir pendant nos activités militantes au sein du PDCI-RDA, ma famille politique, où j'étais membre du Grand Conseil, membre de la section de ma sous-préfecture. J'étais trésorière et j'étais chargée des femmes du cercle dédié à l'époque. Donc je suis dans ma maison et je sais de qui je parle. Jean-Louis Billon dispose donc des qualités héritées d'un gestionnaire, celle d'une grande autorité d'une nation. Puisse l'Éternel Dieu, celui-là même qui a suscité un sauveur pour l'humanité, puisse ce Dieu-là, qui fait cesser les combats, puisse celui-là apporter la paix et ce que nous recherchons pour notre pays. Qu'il fasse prospérer votre joie, chers frères, chers petits frères. Qu'il fasse prospérer votre choix, qui est Jean-Louis Billon, à la Convention 2019. Vive l'union, vive la fraternité, vive la tolérance, vive la paix, pour que vive la Côte d'Ivoire, notre pays. Je vous remercie. Merci énormément, merci beaucoup. Merci. Alors, nous avons aussi l'arrivée de Dr Marthe Zadi, qui est une grande militante, sympathisante, volontaire, une dame superbe. Quand vous la voyez dans les organisations, où elle n'est même pas l'initiatrice, mais on dirait que c'est elle qui a commencé, vous la voyez prendre les chaises, elle acheter de l'eau et tout ça, et c'est l'exemple et le souhait de genre de femmes qu'on aimerait voir dans la communauté s'impliquer dans la politique. Lève-toi s'il te plaît, on te... Voilà, Dr Zadi, elle est pharmacienne de formation. Et puis le jeune frère qui est à côté, c'est Yaya. Vous voyez la Côte d'Ivoire ici. L'autre là-bas, c'est qui? Isaac, ok. Bah, vraiment, ça va être grand plaisir qu'on vous reçoit avec nous à Ivoire Diaspora. En tout cas, merci énormément. Donc, je crois que
Monsieur Louga, une question? Merci au frère Sosten, c'est quelqu'un qui est partout. Vous l'appelez, va venir. Donc, elle nous appelle, nous aussi, on va venir. Merci. Bien, pour la petite expérience en politique que je connais, la question du frère, actuellement, M. Billon ne peut pas sortir un programme politique, un programme de gouvernement. Même que ce soit dans tous les pays du monde, c'est à la dernière minute qu'on sort un programme de gouvernement pour ne pas que tes ennemis copient, comment s'appelle, ce que tu as dans ton programme. Et généralement, vous savez, la politique, c'est le caractère. Quand on dit une politique de droite, on connaît comment s'appelle la manière de gouverner. Quand on dit une politique de gauche, on a déjà une vision de, comment s'appelle, de leur gouvernance. C'est la première fois dans l'histoire du monde qu'aux États-Unis, M. Donald Trump a bouleversé cette donnée. Est-ce que vous voyez? Ça, ce sont des choses rares qui arrivent. Sinon, généralement, quand tu es PDCI, c'est un parti de droite. On connaît leur vision de gouvernance. Tu es socialiste, on connaît leur vision de gouvernance. Mais aujourd'hui, notre frère, il se base sur le passé, sur le caractère, sur les compétences de M. Louis Billon pour pouvoir le protéger. Comme on le dit chez nous, ils sont en train de faire son atarakou. Est-ce que tu vois? Donc, quand le moment sera venu et que réellement il sera choisi, il va faire son programme de gouvernement. Mais déjà en filigrane, on peut dire que c'est le programme de gouvernement du PDCI qu'il va défendre. La question que moi je voudrais poser, c'est que M. Billon, on n'a pas trop vu comme... Je sais que son papa était un grand militant de base du PDCI. Ça, c'est assuré. Mais par contre, lui, il était dans les affaires. Est-ce que ça ne peut pas jouer contre lui? Merci. Dire qu'il n'était pas son papa, vous voyez que vous l'avez comparé à son papa. Si son papa vivait aujourd'hui, je pense qu'il avait peut-être l'âge du président Midi. Et Jean-Louis Billon a même pas presque la moitié de l'âge de son père aujourd'hui. Non, quand même, il a 50 plus. 54. Donc en fait, ce que je veux dire, ce que je veux faire ressortir, c'est que puisqu'ils n'ont pas passé la même année sur la terre, ils ne peuvent pas avoir le même temps d'expérience. Mais quelqu'un qui a été élu maire, quelqu'un qui est président du conseil régional, je pense que c'est gérer les hommes à proximité. S'il n'était pas politique, on n'allait pas le connaître. Maintenant, dire qu'il n'est pas connu sur l'étendue du territoire, dans les régions, à l'intérieur et tout ça, je peux concevoir cela. Parce que, avec réserve, même quand je peux concevoir cela. Parce que je pense que son jeune âge et puis ses occupations avant de décider de faire la politique full force, full time, et lui n'ont pas permis de le faire. Je pense que si il est retenu pour être notre candidat, cela sera fait. Si effectivement son père était impliqué et lui, bon, il y a peut-être depuis 2010 quand même qu'il est actif, il est porte-parole du parti. Je pense que ce n'est pas des petites choses, ce n'est pas des gens qu'on prend comme ça à la légère, ça veut dire qu'il a été politiquement ancré et il n'y a pas de doute sur son militantisme au PDCI, ce que je peux dire. Merci. La première chose que je voulais dire, c'est que ce forum-là, il est bon, moi ça me réjouit pour la Côte d'Ivoire de demain, parce que je crois que historiquement ça permet au PDCI de revenir à quelque chose qu'on a vu avant le coup d'État de 1999. Je sais qu'en 1998, le PDCI-RDA avait enclenché les primaires en son sein pour désigner les candidats aux municipales, aux législatives, etc. Et ça, c'est une bonne chose. C'est
c'est un exemple que je pense, si les autres forces politiques suivent, on aura peut-être une manière de réduire les tensions. Donc je voulais vous encourager vraiment pour cette initiative. Je sais que vous allez vous faire taper dessus par les dirigeants de vos partis, on sait comment ça se passe, mais en tout cas, beaucoup de courage. On ne peut pas avoir l'ambassadeur Herman Cohen dans la salle et puis ne pas lui poser une question. Donc, surtout, on ne peut pas avoir Eric Eddy ici, il ne va pas poser cette question. Voilà, donc, puisque l'ambassadeur est là, ma question serait qu'il nous donne peut-être un regard de la politique africaine, de la Maison-Blanche. Qu'est-ce qu'on peut en tirer aujourd'hui? Et puis, en même temps aussi, le regard sur la Côte d'Ivoire, plus particulièrement, l'Afrique, mais sur la Côte d'Ivoire particulièrement. Pourquoi? Parce que l'administration passée, celle du président Obama, avec la secrétaire d'État Hillary Clinton, se sont impliqués vraiment dans la situation ivoirienne. Alors aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Quel éclairage l'ambassadeur peut nous donner? Et puis, parlons de réconciliation en Côte d'Ivoire. Le procès qui se déroule aujourd'hui à La Haye est un maillon important. Tout à l'heure, Sosset a dit que même Bidon est allé à La Haye voir Bako, ce qui est bien. Même Bani a finalement retrouvé le chemin de La Haye, ce qui est aussi une bonne chose. Alors, quand on entend le conseiller, un des conseillers du président Trump, dit que la CPI est une mauvaise juridiction, je voudrais aussi demander à l'ambassadeur de nous éclairer un peu sur comment est-ce que l'administration américaine voit ce qui se passe à La Haye là-bas pour la stabilité et la réconciliation dans notre pays, en Côte d'Ivoire, qui est un élément essentiel pour la politique américaine. Et puis, quand j'ai fini ces deux questions pour l'ambassadeur, je vais me tourner vers nos organisateurs. D'accord. Bon, la question qui revient vers vous, pour ne pas que l'ambassadeur oublie les questions que je lui ai posées, rapidement, c'est le président Bédier, depuis un certain temps, parle de plateforme. Pour nous autres qui ne sont pas du PDCI-ADR, mais qui sont aussi, surtout pour le CACI, dans cette dynamique d'un creuset de transition en Côte d'Ivoire, où est-ce que nous en sommes avec ça? Et quels en sont les thèmes, si vous avez quelque chose? Dernière question pour l'exposant. J'en ai entendu 4 points qui vous amènent à choisir Billon. C'est ça, hein? Dans les 4 points, je n'ai pas vu l'approche par rapport à la France. Si vous comprenez ce que je veux dire. On ne parlera pas de politique africaine, de politique ivoirienne, sans le rôle de la France. Est-ce que ce critère-là a joué dans le choix de Billon? Ou bien, bon, on parle aujourd'hui du franc CFA et depuis le jour, prend le micro en même temps. Donc, je voulais savoir si ça aussi, ça a participé de votre choix. Donc, voilà les 4 questions que j'avais pour vous. Merci. En tout cas, Eric Eddy, tu enrichis le forum. C'est Dieu même qui t'envoie ici. Oui, vous savez, les États-Unis n'ont jamais appartenu à la Cour internationale de justice. Même le démocrate Obama a refusé. Donc c'est une question de notre vue de la souveraineté des États-Unis. On ne veut pas qu'il y ait des étrangers jugent les Américains. Donc, mais pour le président Trump, c'était encore pire. Il a dit, pas seulement que nous ne voulons pas que ça juge les Américains, nous croyons que ce cours-là est immoral. Et moi, j'ai une certaine sympathie pour ça, comme africaniste. Parce que si vous regardez les gens qui ont été inculpés, c'est 90% africains. Et vous regardez la Birmanie, le Myanmar, toutes ces atrocités, dans Bangladesh, etc., il n'y a pas d'implication de ces gens-là. Donc, moi j'ai une certaine sympathie pour l'idée que ce cours est mal organisé, etc. Donc, pour M. Gbagbo, j'ai connu M. Gbagbo quand il était
président. Il est venu assez souvent aux États-Unis. Sa femme avait beaucoup de relations aux États-Unis, c'est-à-dire elle est devenue une, comment dirais-je, fondamentaliste religieux. Et elle est allée voir souvent les gens au Texas, Louisiane, Oklahoma, etc. Et quand il y avait le dernier jour de la guerre, moi j'ai reçu beaucoup de coups de téléphone de Texas, Oklahoma. Il faut faire quelque chose pour sauver Gbagbo. Parce qu'ils avaient une sympathie pour lui, pour les questions religieuses. Donc, pour le cours international, maintenant, le président Trump est vraiment contre ça. Donc, mais ça n'a rien changé en ce qui concerne la politique envers l'Afrique. J'ai raconté à M. Sostin tout à l'heure que j'ai écrit une lettre à la Cour demandant qu'on libère M. Bemba du Congo, qui était en prison pendant 10 ans, en attendant la conclusion de son... Et j'ai dit, il faut libérer M. Bemba parce qu'il a déjà passé 10 ans, je crois qu'il est innocent. 3 semaines après, il était libéré. Donc, j'ai reçu des lettres du Congo, vous êtes un homme miracle. Mais je crois que ce n'était pas moi. C'était une coïncidence. Mais maintenant, j'ai peut-être envie de faire la même chose pour M. Gbagbo. Parce que j'ai connu M. Gbagbo quand il est venu aux États-Unis. Il est venu sûrement... Il avait un faible pour un centre qui s'appelle Wilson Center à Washington. Et il est venu chaque fois à Wilson Center pour rencontrer des africanistes comme moi. Et j'ai trouvé qu'il était d'un homme raisonnable. Mais j'ai constaté que la plupart de ses collaborateurs étaient des professeurs d'université. C'était une classe politique. Mais pour finir, je crois que la Côte d'Ivoire a considéré par les Américains, le gouvernement et les africanistes, qui est un des pays les plus avec le meilleur avenir. Parce qu'ils acceptent le secteur privé, et ils acceptent les investissements privés. Et ça, c'est le plus important. Si les Ivoiriens investissent leur argent et ils sont libres de faire le business, c'est ça qui va faire le développement économique. Ce n'est pas l'aide au développement qui vient de l'étranger. Ça, c'est important pour les santé, etc. Mais pour avoir un vrai développement, il faut le secteur privé. Et je ne connais pas Billon, mais ce que je vois dans son biographie, ça répond aux besoins du pays, n'est-ce pas? Il connaît le secteur privé. Et il peut encourager le secteur privé en Côte d'Ivoire. Donc, mais pour les États-Unis, on ne parle pas beaucoup de Côte d'Ivoire parce que c'est un pays stable, avec un bon avenir, et nous croyons que c'est un des 5 pays le plus stable et le plus important en Afrique pour nous. Selon les Américains. Maintenant, nous qui sommes dedans, on peut avoir une autre vision, c'est tout à fait normal. Moi, je pense que, et puis bon, il ne va pas venir parler mal de notre pays, c'est pas possible. Nous ne va pas accepter. Donc, en fait, voilà, on n'a pas assez de temps parce qu'on a un réfléchissement. Et je voulais dire ceci. Eric a parlé de plateforme. La plateforme est plus que impérative pour toutes les classes politiques qui veulent une Côte d'Ivoire transparente et démocratique où le jeu politique se fait sans violence. Malheureusement, dans ces derniers temps, c'est les intimidations, c'est les élections qui voient des morts, et tout ça, ça a amené le PDCI à ne pas vouloir accepter de force qu'il se dissoute, qu'il disparaisse au profit d'un autre parti politique.
le bureau politique a été envoyé en justice pour une décision qu'il a prise. Et puis, par la suite, nous avons vu la suite des élections, où il y a eu des morts, où il y a eu beaucoup de contestations. Alors, pour répondre à la question de la plateforme, je pense que le PDCI y travaille. Peut-être dans ces quelques semaines ou mois, quelque chose va sortir concernant la plateforme. Mais moi, ce n'est pas trop ce qu'il décide là-bas, c'est ce que nous devons faire ici, nous ici. Je pense que la diaspora doit se mettre au travail pour faire des propositions. Et puis que la diaspora arrête de se cloisonner dans les maisons, au téléphone, sur Facebook, faire la politique. C'est quand même triste que nous soyons ici, aux États-Unis d'Amérique, où il y a toutes les institutions qui décident pour nos pays et que nous n'arrivions pas à les influencer, il ne serait-ce qu'à leur donner notre version de la réalité en Côte d'Ivoire. Voilà que le gouvernement de Côte d'Ivoire va siéger au Conseil de sécurité à partir du 1er jusqu'au 31. En même temps, en Côte d'Ivoire, nous avons une CEE qui n'est pas démocratique, qu'on demande qu'il faut qu'il y ait une transition. Il faut qu'il y ait une réforme. Parce que cette CEI-là nous envoie à la guerre à chaque élection. Et nous sommes ici, diaspora, l'ONU a quelques kilomètres d'ici. On a même la plus grande concentration d'Ivoiriens à New York. Après New York, c'est d'ici, ce côté ici. Et il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Nous sommes sur Facebook. On s'insulte, on se tue. On fait un truc, on t'appelle à 1h du matin. Qu'est-ce que tu es en train de faire? On dit que l'autre est candidat, toi tu viens te mettre là. Tu vois. Vous voyez, donc, je pense que Kassi doit être au devant de ce genre d'action. Il faut qu'on nous posons des actions auprès des institutions ici, pour que les gens comprennent qu'en Côte d'Ivoire, quand même, à chaque élection, il y a des morts. Et cette élection de 2020 crée déjà problème. Crée problème. Élection municipale et régionale, il y a eu 9 morts. Élection régionale et municipale, il y a eu au moins 50 ou bien 30 contestations. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas du tout acceptable. Donc, au lieu de demander que le pays là-bas ait des plateformes, nous devons nous aussi faire notre homework. Il faut absolument qu'on soit impliqué. C'est comme ça seulement qu'on peut nous respecter. Sinon, tout le reste, là, vraiment, je pense que c'est du verbiage, c'est du show de chacun, et ce n'est pas bien. Il ne serait-ce que faire des tracts et distribuer pendant un jour à l'ONU pour leur dire effectivement, ce gouvernement, ce groupe qui est là, chez eux-mêmes, ils ne peuvent même pas organiser une élection. Ça, on n'a pas besoin d'attendre des plateformes. En ce qui concerne le CFA, moi, je ne comprends pas bien l'affaire du CFA. Là. Moi, c'est le seul truc que je sais, c'est que l'argent n'est pas créé en Côte d'Ivoire ou bien n'est pas fabriqué en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas économiste. Et je pense néanmoins que, à part les notions de souverainisme, oui, la monnaie est faite en France, c'est comme ça, le reste des parités, la technicité, là, je ne comprends pas. Donc je ne vais pas parler de ce que je ne sais pas. Donc voilà, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà un peu. Bon, nous avons Guy Kodjo qui vient de faire son rentrée. Guy Kodjo, en plus d'être l'un des responsables de MFA, bon, MFA, ils sont deux maintenant. Hein. Il y a un groupe, il y a deux groupes. En plus de ça, je ne sais pas quel groupe il est de quel groupe. Mais il a aussi mon parent, c'est mon cousin. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venu, Guy. Tu as eu un ami qui t'a précédé, qui a pris la parole. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose à l'Assemblée, s'il te plaît. Bon, je veux dire bonsoir à tout le monde. Bon, c'est une surprise, je n'étais pas préparé. Mais mon cousin ici présent m'a demandé de venir exactement voir et entendre. Et voir la nouvelle structure de la Côte d'Ivoire et peut-être le nouveau développement. Parce que nous sommes tous jeunes
Et nous avons toutes des ambitions. Et je pense que c'est toujours bien d'avoir toujours quelque chose de nouveau. Et je remercie les personnalités qui sont venues et toutes les personnes ici présentes aussi. Merci. Merci. Je vais remercier son Excellence, Herman Cohen, pour l'aimabilité et le privilège qu'il nous a fait en venant. Remercier mon frère et ami George Demajo. Il est consultant, il est francophile, un monsieur très sympathique. Et aussi vous remercier Cassie, l'association des femmes ivoiriennes pour la paix. Tous mes frères de New York sont venus me supporter, vraiment, je vous remercie beaucoup. Le secrétaire général de la délégation du PDCI, M. Marc, à vous tous, je vous remercie et nous vous invitons au réfléchissement. Voilà. Encore une fois, je pense que cette conférence a été dans un but positif, du fait que c'était beaucoup basé sur la paix et le développement en Côte d'Ivoire. Parce que vous savez que nous parlons aujourd'hui de l'émergence. Alors, ce genre de réunion, d'information est positif pour l'image de la Côte d'Ivoire. Et nous encourageons la plupart des gens de la diaspora de faire passer le message, surtout le message de la réconciliation, et que chaque Ivoirien de la diaspora peut envisager et rentrer au pays pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Encore une fois, je dis merci à l'organisation et l'organisateur de ce projet. Encore une fois, merci. C'était M. Guy Kodjo. Alors, je suis Jeannette Dick, je suis la présidente fondatrice des organisations internationales des femmes ivoiriennes pour la paix. Nous avons besoin de paix, mais nous avons aussi besoin de nous protéger et de nous renforcer, d'encourager les uns et les autres. Concernant le choix, ce forum hier pour le choix de M. Jean-Louis Billon à la convention 2019 du PDCI, M. Jean-Louis Billon est un homme, je dirais, d'expérience, de par son père. Et lui-même, il a été le président de la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire. Donc, c'est un homme du terrain. Il est jeune, il est dynamique, il faut un sang nouveau. Voilà, donc j'encourage vraiment les organisateurs, je les félicite et j'invite les Ivoiriens aujourd'hui à se mettre ensemble pour aller dans la même direction pour l'intérêt de notre pays. Voilà, je vous remercie. Merci pour encourager les organisateurs. Il y a une des spéciales à ajouter pour encourager les organisateurs. On vise le même objectif. Aujourd'hui que la Côte d'Ivoire s'y retrouve, et c'est à ce niveau-là que les gens créent une plateforme pour faire un consensus autour d'un candidat qu'ils estiment bon pour conduire les affaires de la Côte d'Ivoire, revenir à la paix. Dans ces conditions, il faut les encourager, c'est vrai. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi, je suis du FPI. Mais quand il s'agit d'encourager dans le sens de la paix, je crois qu'il faut les encourager, il faut les féliciter. Aujourd'hui, on parle de paix, on parle de candidat qui est choisi. Ce qui m'a intéressé, c'est quand on dit qu'il n'est pas impliqué, l'un des critères qu'ils ont choisi, c'est qu'il n'est pas impliqué dans la rébellion. Alors, quand les gens, à un certain moment, ils se retrouvent dans un groupement qu'ils appellent RHDP, où pratiquement tout le monde est impliqué dans la rébellion, mais ce n'est pas Oufouettis. Oufouettis, il parle de la solidarité dans le malheur. Il n'a pas dit, il ne parle pas de la solidarité dans le mal. Quand les gens se regroupent au sein d'une association pour faire des coups d'État, pour faire tomber un régime, ce n'est pas Oufouettis. Oufouettis, c'est quand il y a un malheur qu'on se retrouve autour de quelqu'un pour voir dans quel sens il faut l'aider à penser ses plaies, à essuyer ses larmes, alors on parle d'Oufouettis. Et à ce niveau-là, on est Oufouettistes nous tous. Et c'est cela qui m'a intéressé surtout. Et puis j'ai fait le déplacement, surtout avec Sorcel, qui est toujours présent à nos associations, à nos réunions, à nos conventions.
PDCI, mais réalistes. Je crois que c'est véritablement un plaisir pour moi d'être là. Et je les encourage. À chaque fois que ce genre de plateformes vont se mettre en place, je serai toujours présent. Merci. Bonjour, je me présente M. Bédé Jean de Dieu. Je suis délégué chargé de l'implantation de Ivoire Diaspora USA aux États-Unis. C'est un mouvement de soutien pour une éventuelle candidature du ministre Jean-Luc Billon pour les présidentielles de 2020. Et nous avons tenu compte d'un certain nombre de critères pour choisir le ministre Billon. On s'est basé sur 4 critères, c'est-à-dire le premier critère qui était quelqu'un qui n'est pas impliqué dans la rébellion, qui a endeuillé un milieu d'Ivoiriens, ça c'est un premier critère. Le second critère, quelqu'un qui a une connaissance de la politique ivoirienne. Et le ministre Billon a été député de Dabakala, il a été maire de Dabakala, il a été président du conseil régional du Rambo. Et puis le troisième critère, quelqu'un qui a une connaissance de l'économie ivoirienne. Le ministre Jean-Luc Billon a été président de la Chambre de commerce et d'industrie de 2002 à 2012. Il a été ministre du commerce. Et puis il est à la tête de la CIFCA qui emploie plus de 33 000 Ivoiriens. Ça c'est le troisième critère. Le quatrième critère, quelqu'un qui œuvre pour la cohésion sociale, qui œuvre pour la paix en Côte d'Ivoire. Et on a vu le ministre Billon quand il est allé à La Haye pour croiser le président Laurent Gbagbo et le ministre Chablé Goudé. Et ensuite, il est allé rendre visite à la première dame Simone et Yves Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ça, ce sont des actes qui montrent déjà qu'il est pour la cohésion sociale, bien qu'il ne soit pas membre du FPI. Donc voilà les critères qui nous ont poussé à choisir le ministre Billon pour une éventuelle candidature au présidentiel de 2020. Donc voilà la raison pour laquelle Ivoire Diaspora a choisi le ministre Jean-Luc Billon. Un forum pour discuter avec nos frères ivoiriens. Ivoire Diaspora, il faut dire que ce n'est pas que les militants du PDCI qui sont à l'intérieur d'Ivoire Diaspora, c'est toutes les tendances confondues. On a des frères qui sont en Calédonie du Nord, qui ne sont pas membres du PDCI. Moi, je suis un militant du PDCI, évidemment. Et Sostène, que le président d'Ivoire Diaspora est militant également du PDCI. Mais il y a d'autres Ivoiriens qui ne sont pas militants du PDCI, qui sont pour la éventuelle candidature du ministre Billon. Il faut aussi souligner que le ministre Billon ne nous a jamais dit qu'il était candidat au présidentiel, à la convention du parti en 2019. Mais nous, en tant qu'Ivoiriens, en tant que militants du PDCI et d'autres frères ivoiriens, nous avons jugé quand même opportun, n'est-ce pas, de solliciter, demander une éventuelle candidature du ministre Billon, n'est-ce pas, pour les présidentielles de 2020. Parce qu'on pense que c'est la personne qui a le meilleur profil en Côte d'Ivoire. Donc voilà le choix du ministre Billon en ce qui concerne Ivoire Diaspora. Donc Ivoire Diaspora, notre travail à nous autres, c'est n'est-ce pas, de faire une promotion du ministre Billon pour qu'éventuellement lui-même accepte cette candidature-là, qu'il accepte de être candidat au présidentiel de 2020. Sinon, jusqu'à preuve du contraire, le ministre Billon ne nous a jamais dit, ce n'est pas le ministre Billon aussi qui nous a envoyé, mais Ivoire Diaspora, c'est un groupe d'Ivoiriens soucieux de l'avenir de notre pays qui a décidé de mettre ce mouvement en place pour soutenir une éventuelle candidature du ministre Billon qui, selon nous, a le meilleur profil en Côte d'Ivoire. La conférence de Ivoire Diaspora USA a été une bonne conférence dans la mesure où les bonnes idées ont été rassemblées et développées, avec surtout la participation de l'ambassadeur Cohen, qui est l'ambassadeur chargé des affaires africaines, sur notre président Bush. Il vient juste de mourir. Ce que nous voulons ici, avec tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, cette fois-ci-là, nous voulons que les Ivoiriens s'unissent. On veut l'unité, on veut l'union. Pour que cette Côte d'Ivoire soit une Côte d'Ivoire paisible. Pour que nous vivons cette Côte d'Ivoire comme au temps du président Félix Houphouët-Boigny. C'est que nous voyons actuellement, avec des exilés, avec des morts à l'étranger, la misère, la tristesse. Et puis, après la guerre, voir notre président Gbagbo humilié à la télévision, vu par tout le monde entier. Ce n'est pas un honneur pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Gbagbo seul qui est en prison actuellement, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est en prison. On a encore le temps de s'unir, d'être ensemble et reprendre la Côte d'Ivoire. Billon, que nous avons proposé, que nous proposons comme notre candidat pour prendre la place de la Côte d'Ivoire en tant que président après Alassane Ouattara, sera l'homme le plus indiqué pour remettre la Côte d'Ivoire sur la plaque
de l'Afrique d'une manière positive. Raison pour laquelle je suis là. Je voyageais là, j'ai pris l'avion pour venir ici, je repars pour ma personne. Donc merci pour votre participation, pour venir couvrir cette importante inauguration de notre mouvement. Ce n'est pas une affaire de PDCI, FPI, RDR, RHDP, c'est une affaire de la Côte d'Ivoire, notre pays que nous aimons tous. On doit être ensemble, travailler ensemble pour construire notre pays. C'est pourquoi je suis là. Je pense que le fait que nous avions réussi à faire passer le message et à faire connaître Ivoire Diaspora USA, je pense que c'est une bonne chose. Et comme je l'ai dit, comme nous l'avons dit, plutôt Ivoire Diaspora est un rassemblement d'Ivoiriens qui sont concernés par la situation politique en Côte d'Ivoire. Les élections de 2020 sont un test pour nous. Parce qu'en Côte d'Ivoire, à chaque fois qu'il y a élection, il y a mort d'hommes. Alors ça, c'est notre volet de la chose. Mais étant à majorité PDCI à Ivoire Diaspora USA, nous avons voulu faire un forum pour proposer, ne serait-ce que proposer, souhaiter qu'un des cadres militants actifs et loyal au parti, le ministre Jean-Louis Billon, soit le candidat de notre parti pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Alors ce n'est qu'un souhait. Bon, quels que soient les résultats de cette convention, nous sommes PDCI, nous resterons PDFI, nous suivrons la volonté de la majorité. Donc voilà un peu. Excusez-moi, nous avons eu une conférence de l'ambassadeur Cohen qui a parlé de la Côte d'Ivoire, qui a aussi parlé de Billon, où il a dit que Billon serait une bonne chose, ne serait-ce qu'au niveau de l'incitation à l'investissement privé. Et venant d'un Américain, je pense que c'est quelque chose à prendre en considération. Et aussi, nous avons eu la participation du FPI, de l'Association des femmes ivoiriennes pour la paix, une partie de MFA était présente, CACI, qui est une institution, une ONG ivoirienne aux États-Unis. Donc nous pensons que notre message, que notre objectif a été atteint. Les militants du PDCI vivant aux États-Unis s'organisent parce que maintenant c'est l'identification de nos militants. Il va falloir s'y mettre et nos délégués, les responsables du comité de base sur l'étendue américain qui se mettent au travail parce que 2020, it's now.